Je demande alors à Michel Jeanneret de prendre la parole. Son exposé est docteur en gai savoir 16e et 17e siècle. Alors, nous avons l'habitude de penser au gai savoir comme, alors là aussi c'est une question d'héritage, comme un grand thème de la littérature du Moyen Âge, et là nous sommes en plein Renaissance et XVIIe siècle, donc il y a aussi une cohérence chronologique par rapport aux exposés précédents. Michel Jeanneret également est un grand ami et fidèle du Collège de France, où il a été plusieurs fois, après avoir enseigné à Genève et à Johns Hopkins, lui aussi membre de l'Académie des Lincei, et il fait beaucoup pour la Renaissance avec les tâches qu'il a prises à la Fondation Barbier-Muller pour l'étude de la poésie italienne et aussi à la Fondation Martin Bodmer à Genève. Mais ces tâches scientifiques s'unissent à une profonde conscience et, je dirais, inquiète conscience de la tradition du XVIe siècle. D'un côté, la tradition, la poésie biblique au XVIe siècle, et d'autre part, les éléments de paradoxe qui la traversent, par exemple, d'aimer et des mots, banquets et propos de table à la Renaissance. L'autre volume, le défi des signes, Rabelais et la crise de l'interprétation à la Renaissance, ou encore plus en profondeur, pour ainsi dire, le perpetuum mobile, métamorphose des corps et des œuvres de Vinci à Montaigne. D'autre part, il y a aussi ce dialogue ou tension entre l'ordre du sacré, nous avons vu poésie et tradition biblique, mais aussi la muse sacrée, donc une anthologie de la poésie spirituelle, et la muse lascive, anthologie de la poésie érotique française, les deux l'un à côté de l'autre. Et pour reprendre le perpetuum mobile, on pourrait rappeler le livre récent, Versailles, ordre et chaos, et d'autre part, quelqu'un qui a vraiment, par cette invention toujours mobile, nourrit la Renaissance, c'est-à-dire l'imaginaire de l'Arioste et l'Arioste imaginé de 2009. Et très récemment, cette année même, il y a un mois, son dernier livre, J'aime ta joie parce qu'elle est folle, écrivain en fait au XVIe et XVIIe siècle. Voilà, vous voyez, nous sommes encore dans la belle et pleine traduction du paradoxe. J'aime ta joie parce qu'elle est folle. Donc, il y a derrière, évidemment, un écho d'Erasme, et je suis donc très, très heureux et très reconnaissant de lui donner la parole. Merci beaucoup, Carlo. Vous aurez reconnu la générosité de notre ami et qui lui inspire des propos qui sont peut-être excessivement aimables. Je voudrais vous parler de la joie et de sa transmission. Je voudrais montrer comment des écrivains qui l'ont incarné, mimé, mis en scène et défendu, se sont passés le flambeau à travers les siècles pour la faire advenir. La joie dont il sera question est une force exubérante et conquérante, une joie de vivre qui conjugue plaisir et gaieté, un dépassement des limites qui libère le moi de ses entraves, le dilate et l'augmente. Donc une joie plus sensuelle que spirituelle, plus dionysiaque qu'apollinienne. Mon parcours sera très rapide. Je commencerai par la Renaissance qui, en dépit des troubles et des tragédies qu'elle a connues, les guerres civiles, les massacres, la famine, les épidémies, a su rire, défendre le plaisir et léguer à la postérité des expressions mémorables de la joie de vivre, à la fois dans les rites communautaires et dans les textes littéraires.
Les conditions changent ensuite au tournant du XVIIe siècle. La police des mœurs, les contraintes du goût viennent tempérer ou carrément censurer les excès d'exubérance et les appétits hédonistes. C'est alors que surviennent des héritiers qui bravent l'ordre moral et, dans un environnement adverse, continuent à revendiquer le rire, la joie, la liberté comme autant de droits humains. Des voix courageuses s'élèvent qui, contre la tentation d'angélisme, la mauvaise conscience et la répression de toutes sortes, prennent la défense du jeu, du corps et de la consommation hic et nunc des biens du monde. Pour entendre ces voix, il faut alors sortir des chemins battus de l'histoire littéraire, et c'est ce que je vais faire, en invoquant à travers les XVIIe, XIXe et XXe siècles quelques-uns de ces passeurs, les héritiers d'une tradition allègre et gaie qui, là où menacent le conformisme et la constriction, envoient un grand bol d'air. Parmi les porte-paroles de la joie à la Renaissance, j'aurais bien sûr voulu évoquer Erasme et son éloge de la folie. Du côté italien, les poèmes exubérants et fantasques de l'Arioste ou de Folengo. Mon choix, pour être bref, se limitera maintenant à deux Français qui sont eux aussi des grandes figures de l'humanisme européen, Rabelais et Montaigne. Rappelez-vous la naissance de Pantagruel. Badbec, sa mère, est morte en couche, et voilà Gargantua le père qui hésite s'il devait pleurer pour le deuil de sa femme ou rire pour la joie de son fils. Le chagrin, un moment, le submerge, le souvenir des plaisirs perdus remonte et le paralyse. Je cite, « Il pleurait comme une vache. » Mais très vite, la vie reprend le dessus. La promesse d'un renouveau balaie la nostalgie du passé. Citation, « Tout soudain, riait comme un veau, et il se prépare à faire la fête. La reine est morte, vive le roi. C'est la vue du beau fils, tant joyeux, tant riant, tant joli, qui sèche les pleurs et coupe court au mouvement régressif du deuil. L'attachement au passé est stérile, l'instinct de mort n'a ici aucune chance. Gargantua n'ira pas à l'enterrement de Badbec, il restera pour bercer Pantagruel, boire à sa santé et chercher une autre compagne. Certes, tout n'est pas gai dans Rabelais, mais quand il parle de l'enfance, c'est l'euphorie. L'éclosion et la propagation de la vie, les promesses et les libertés de la jeunesse lui inspirent ses pages les plus joyeuses, et elles ont traversé les siècles. Vous vous rappelez cette autre naissance, celle de Gargantua cette fois. L'accouchement se déroule dans un environnement symbolique qui respire le bonheur. Bonheur du renouveau. On est en plein carnaval, le printemps s'annonce. Bonheur de l'abondance. Les tripes sont copieuses et friandes. Bonheur du partage. Le voisinage est convié à la fête et tout le monde danse. Cette allégresse, elle est encore relayée par l'enfant qui entre dans le monde avec une gourmandise et une énergie vitale que rien n'arrête. Gargantua dévore tout celui qui lui tombe sous la main et consomme tous les plaisirs, jusqu'à satisfaire avec la complicité de ses nourrices une soif immense et une virilité précoce. Rien ne lui est refusé parce qu'il habite un monde d'avant la chute, un monde antérieur à la faute qui n'impose aucune limite à l'épanouissement de l'individu. Son intelligence aussi et sa fantaisie s'exercent librement.
Il invente des tas de choses. Il met joyeusement les pieds dans le plat, comme lorsqu'il partage l'écuelle des petits chiens ou quand il expérimente voluptueusement différentes sortes de torche-cul. Il fait tout à l'envers, mais personne ne s'offusque. Grangousier, son père, s'enthousiasme même de son ingéniosité et le proclame, je cite, docteur en gaies sciences. Cette allégresse, Rabelais ne se contente pas de la raconter, il tente aussi de la communiquer et de la partager avec ses lecteurs. Et cela, il le fait surtout dans les fameux prologues de chacun de ses récits, des préludes qui mettent en scène un simulacre de convivialité, un décor de taverne. Il esquisse entre le narrateur et, comme il dit, vous mes bons disciples, tous bons buveurs et bons vivants, un pacte de lecture fondé sur la priorité du rire et du plaisir, le partage de la bonne chère, la fidélité aux amis. Et pour réaliser ce programme, eh bien, il forge une langue savoureuse, exubérante, qui nous fait entrer dans la fête et transmet ainsi aux générations à venir, en passant par La Fontaine, Balzac, Flaubert, tant d'autres, le modèle d'une inventivité langagière qui réjouit parce qu'elle régénère les mots fatigués par l'usage. Si Rabelais est devenu un classique, malgré ou à cause de ses folâtreries, c'est parce que jusque dans sa langue, il incarne une liberté et une joie de vivre communicative. À l'autre bout du XVIe siècle maintenant, Montaigne partage avec Rabelais cette même exigence de bonheur. Affamé de liberté, rebelle aux idées reçues, lui aussi défend le droit de l'homme à jouir de la vie. Tandis que Rabelais non seulement parle du plaisir, mais le mime et le partage. Montaigne, certes, moins exubérant et plus intellectuel, travaille plutôt à dénoncer les préceptes répressifs et nous amener à prendre conscience des mutilations que nous nous infligeons à nous-mêmes. Car les interdits ne proviennent pas seulement de pressions externes, nous les intériorisons et les tournons contre nous-mêmes. Tout se passe comme si, poussé par une force masochiste, l'homme s'ingéniait à se rendre malheureux, à se culpabiliser et se repentir de chercher la jouissance. On peut reconnaître peut-être entre les lignes des essais une intuition que formalisera Freud dans sa théorie des pulsions de vie et des pulsions de mort. Deux forces rivalisent en nous que Montaigne pressent sans jamais les systématiser, l'instinct mélancolique qui nous atrophie et nous entrave, l'élan vital qui nous augmente et nous libère. Ce combat, qui est celui d'Eros et Thanatos, prendra l'allure dans la pensée de Nietzsche, puis dans la métapsychologie freudienne d'un vaste drame métaphysique. Montaigne, lui, constate plus modestement, au hasard de ses observations, que nous sommes habités de puissances négatives, d'inhibitions néfastes contre lesquelles il s'élève en disséminant dans son livre les bribes d'une philosophie hédoniste. Ainsi de la maladie et de la mort. Elles nous font peur, elles nous gâchent l'existence, alors qu'elles font partie d'un cycle naturel, qu'elles sont l'aboutissement normal de la vie et que nous devrions les accueillir avec sérénité. Les dernières pages des essais, parmi les plus belles que Montaigne ait léguées à la postérité, sont une méditation sur les diverses manières de, et je cite ici Montaigne, de jouir la vie, en écartant les angoisses stériles
et en embrassant tous les plaisirs, ceux du corps autant que ceux de l'esprit, sans inhibition ni mauvaise conscience. La leçon épicurienne, ne pas se fabriquer de peur sans fondement, est nettement reconnaissable. Cette bataille pour la sérénité, Montaigne la mène sur plusieurs fronts. Dans l'éducation, par exemple, dans l'éducation trop souvent placée sous l'autorité de maîtres rébarbatifs, sinistres, farouches, qui détournent le savoir pour en faire un moyen de répression. Alors que l'accès à la connaissance et la formation de la pensée devraient être des activités joyeuses, des occasions d'épanouissement, ils deviennent dans les collèges une épreuve et un tourment. Ailleurs, Montaigne mène un combat similaire à propos de la vieillesse. Les personnes âgées, dit-il, sont souvent découragées et les préjugés autour d'elles ne font que précipiter leur déclin. Elles souffrent d'un excès de sagesse et de gravité. Elles sont tristes et menacent de sombrer dans la torpeur. Or, Montaigne, vieillissant, ne se résigne pas et pour freiner la décrépitude, invente toutes sortes de stratégies et de ruses qu'il expose dans un chapitre sur des vers de Virgile, un chapitre d'une stupéfiante verdeur. Comment donc rester jeune et joyeux? En choisissant par exemple de vivre parmi les jeunes gens dont il voudrait capter l'humeur heureuse et s'approprier l'énergie afin de jouir de leur allégresse et de leur fête. Une autre stratégie consiste à raviver une libido déclinante en recourant au pouvoir de l'imagination. Par exemple, revivre mentalement les plaisirs charnels d'autrefois, ou bien recourir à des lectures excitantes, lâcher la bride aux fantasmes, comme si Montaigne pressentait la technique thérapeutique, l'autosuggestion que la psychologie allait développer plus tard. Mais tout cela est de la littérature. Et la littérature, c'est vrai, ne s'adresse qu'à un petit nombre. C'est pourquoi je voudrais évoquer maintenant rapidement deux institutions qui, accessibles à un large public, complètent le tableau d'un XVIe siècle tolérant à la gaieté et au rire. Les fêtes, d'une part, et les fous. La fête par excellence, à l'époque, c'est le carnaval, qui d'ailleurs n'est qu'une manifestation particulière dans l'ensemble des réjouissances collectives, plus ou moins improvisées, plus ou moins ritualisées, qui jalonnent le calendrier. La liberté de la fête, dans le modèle carnavalesque, se déploie sur deux tableaux. D'une part, la levée des inhibitions physiques, d'autre part, la suspension des inégalités sociales. Aux privations et aux restrictions de la vie ordinaire répond la dépense. Manger beaucoup, boire encore plus, danser, faire ou mimer l'amour, exhiber les fonctions naturelles, les instincts sont lâchés, le corps se défoule, la morale est débordée par un paroxysme de sensualité. À quoi s'ajoute que le monde renversé du carnaval entraîne aussi dans son remue-ménage les détenteurs du pouvoir et les garants de la règle. Les petits se moquent des puissants, ils prennent la place des maîtres, comme si les relations d'autorité à l'échelle des classes étaient provisoirement suspendues. Dans les fêtes s'exhibent souvent des fous, des lunatiques, des excentriques, qui sont parfois de véritables démons, mais plus souvent des esprits libres qui simulent la folie pour profiter de la liberté qu'on lui concède. Car non seulement on tolère les fous, mais ils connaissent, vers la fin du Moyen Âge et durant le XVIe siècle, ils connaissent une vogue considérable,
comme s'il répondait à un besoin. C'est que, critique ou joyeux, et souvent l'un et l'autre, le fou offre aux gens ordinaires l'occasion de vivre fantasmatiquement, par procuration, une vie plus libre et plus gaie. Il y a donc des fous qui se présentent tels dans l'espace public, et il y en a aussi à la cour. L'institution du bouffon officiel, attaché au roi, remonte bien loin dans le Moyen-Âge et atteint au XVIe siècle son apogée. Le bouffon est protégé, sa mission est de prendre toutes les libertés. Liberté de dire et de faire ce que les autres n'osent ni dire ni faire. Sa tâche essentielle est de divertir le souverain, et pour amuser, tous les moyens sont bons. Il raconte des blagues, fabrique des calembours, propose des devinettes, mais il fait aussi parler son corps, des postures grotesques, des acrobaties, des mines de clown, un accoutrement bizarre. À travers son fou, le prince semble dire à ses sujets: il y a un temps pour les choses sérieuses et un autre pour jouer. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Les fêtes, les bouffons assument ainsi une fonction essentielle dans l'équilibre social, bien loin de menacer l'ordre ou d'être perçus comme des foyers de subversion. Ils libèrent rituellement des forces qui, si elles étaient réprimées, pourraient dégénérer. Mais les temps changent, et j'en ai fini avec le XVIe siècle. Cet équilibre et cette sagesse, cette tolérance à l'égard des pulsions vitales, vont connaître dès le début du XVIIe siècle un déclin rapide. Les fêtes et les fous sont traités avec une méfiance croissante par une société qui soumet désormais ses plaisirs à une discipline sévère et jette sur les excès et l'exubérance des drôles un regard réprobateur. C'est qu'après les grands bouleversements que le XVIe siècle a connus, la France veut remettre de l'ordre dans l'Église et dans l'État, c'est-à-dire renforcer l'obéissance et la soumission au pouvoir, contrôler les mœurs et les pensées. Les compromis avec la folie, les débordements de la foule, les explosions de joie sont perçus désormais comme des extravagances qui menacent l'ordre public. Parallèlement, la société adopte les règles raffinées des bonnes manières et du bon goût. Elle se plie aux exigences de la politesse et du savoir-vivre, qui obligent à contrôler, à réfréner l'expression de la gaieté et du plaisir. Quand on rit désormais entre gens de bonne compagnie, c'est moins pour exprimer l'allégresse ou pour partager un sentiment de liberté que pour échanger un trait d'esprit ou se moquer, pour éprouver le plaisir délicat, plus mental que physique, de l'ironie, de l'humour ou de la satire. Conséquence, les fêtes publiques comme le carnaval sont interdites ou si étroitement surveillées qu'elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Simultanément, les bouffons sont en voie de disparition. On en trouve encore à la cour jusque vers 1660, mais ceux qui survivent ont perdu une bonne part de leur liberté d'autrefois. Ils sont récupérés par le système et menacés par l'humeur grave et vertueuse qu'impose la cour. Cela ne veut pas dire, certes, que les gens soient effectivement pudiques, sages ou austères, tant s'en faut. Mais c'est l'apparence qui compte. Et l'apparence impose que les manifestations trop visibles de la gaieté, de la sensualité, soient réprimées. On peut se faire plaisir, on peut échapper à la loi, et on ne s'en prive pas, mais à condition de se cacher. Et pourtant, le grand nettoyage
ne balaie pas tout. Et c'est ici que vont intervenir les héritiers. Contre l'ordre qui menace d'asphyxier la liberté et la gaieté, une résistance s'élève qui vise à perpétuer l'humeur allègre dont les écrivains et les institutions du XVIe siècle avaient donné l'exemple. Le modèle d'un art de vivre a été esquissé qu'il ne faut pas laisser perdre. Et c'est la littérature qui va s'en charger. Car c'est parmi les poètes, parmi les gens du spectacle, que la joie, le rire, chassés par la porte, vont rentrer par la fenêtre. La fonction qui avait été assurée par les fous officiels est reprise par une cohorte d'esprits libres, toute une faune d'écrivains et de comédiens qui se chargent d'incarner et disséminer cette humeur allègre que d'autres désavouent. Ces gens-là sont les héritiers de la gaieté qu'a léguée la Renaissance, les continuateurs des bouffons et des fêtards dont la société a besoin, car le rire, la fête, sont des nécessités à la fois psychologiques et sociales, des besoins d'autant plus urgents que les censures se renforcent. En ce début du XVIIe siècle, à Paris, on finit de construire le Pont-Neuf, qui, parce qu'il est large, devient un lieu de promenade et de divertissement. C'est une espèce de foire où des commerçants vendent leurs camelotes et, pour faire leur publicité, montent de petits spectacles. Autant que des marchands, ce sont des saltimbanques, des clowns, qui attirent la foule par leurs boniments et leurs acrobaties. À quelques centaines de mètres au nord de là, dans l'actuelle rue Étienne-Marcel, se trouve le théâtre le plus fréquenté de Paris, la scène de l'Hôtel de Bourgogne, sur laquelle se produisent aussi des comédiens, les Bruscambis, Turlupin, Gauthier-Gargui, dont le style n'est pas très différent du jeu des pitres du Pont-Neuf. Les uns et les autres, d'ailleurs, ressemblent aux chansonniers et aux farceurs d'aujourd'hui. Ils racontent des histoires grivoises, font des blagues, utilisent aussi le langage des gestes, ils parlent avec leur corps, leur mine, comme les acteurs de la Commedia dell'arte, qui d'ailleurs connaît alors en France un énorme succès. Ces amuseurs sont des marchands de joie, et si je vous en parle, c'est qu'ils occupent dans la vie culturelle de l'époque une place étonnamment importante. Car ces plaisantins ne se contentent pas de spectacles improvisés et éphémères. Ils sont cultivés, leurs farces sont pleines d'allusions à la vie intellectuelle, puisque, pour se moquer des choses sérieuses, il faut bien sûr les connaître. Et même plus, ils publient souvent leurs facéties, comme Tabarin ou Bruscambis, ils les impriment, ils les vendent comme des feuilles volantes ou de petits livres. Ils sont reconnus d'ailleurs en plus comme des auteurs et entretiennent avec les écrivains de l'époque, comme en général avec le public lettré, des liens étroits. Le rire, la sensualité et l'impudeur sont certes réprouvés par les défenseurs de la morale, mais il se trouve un public, un large public, surtout dans la noblesse, pour les accueillir, les protéger et les encourager. À côté de ces farceurs écrivains, nous allons rencontrer des auteurs facétieux qui, même s'ils ne s'exhibent pas en public quant à eux, sympathisent avec les premiers, partagent leur goût pour les plaisirs de la vie. Car le milieu littéraire grouille alors de toute une faune d'écrivains fantasques, excentriques, dont les œuvres joyeuses ou saugrenues ne se distinguent guère des cocasseries des farceurs
et des fous de la cour. Ce sont des écrivains bohèmes, souvent négligés par l'histoire littéraire, mais à tort, car ils jouent un rôle réellement important dans la vie culturelle de ce premier XVIIe siècle. Tous, d'une manière ou d'une autre, sont hostiles à l'ordre, à la discipline, qui gagne un peu partout du terrain. Ils rejettent la politique centralisée et policière de Richelieu, la religion, qui risque de tourner à l'intolérance, la surveillance des mœurs, le purisme aussi, qui envahit la langue et la poésie de plus en plus réglementée. Aux orthodoxies, qui menacent d'étouffer la culture et la pensée, ils opposent une résistance anachronique peut-être, mais résolue à préserver quelque chose de la verve et de l'ardeur vitale d'autrefois. Au moment où s'impose Malherbe dans le monde des lettres, Descartes en philosophie, les dévots et les cagots dans l'Église, la posture rétrospective qu'ils adoptent est un acte de protestation et d'émancipation. Comme plus tard dans la querelle des anciens et des modernes, l'attachement au passé n'est pas conservatisme timoré, mais tout le contraire. Il exprime la volonté de sauvegarder une liberté, une étrangeté et une verdeur qui menacent de se perdre. Ces écrivains bohèmes sont souvent désignés à l'époque, et plus tard, comme des libertins. Et cela pour deux raisons. D'abord parce qu'ils revendiquent le droit d'exercer leur propre jugement et penchent vers la libre pensée. La critique, le doute, le rejet des dogmatismes leur tiennent lieu de philosophie et ils refusent les intimidations intellectuelles et morales des gourous du moment. Et libertins, ils le sont aussi bien sûr parce que par provocation, ils exhibent des mœurs libres, que ce soit à table, par leur appétit, ou au lit, par leur sexualité. Au lendemain des attentats terroristes qui, le 13 novembre 2015, ont frappé à Paris le Bataclan et plusieurs terrasses de café, des esprits libres, refusant de céder à la peur, rétorquèrent par des slogans, vous vous rappelez, comme « tous au bistrot » ou bien « je suis en terrasse ». Contre les fanatiques religieux, ils défendaient une culture et un art de vivre, le droit de savourer les biens du monde, la musique, le vin, l'amitié, la liberté de penser et de parler. Un islam dévoyé et mortifère qui avait voulu tuer la joie et le jeu. Ils opposaient la résistance du rire et la résilience de la fête. Or, cet instinct de survie anime aussi les bohèmes du XVIIe siècle. Eux aussi brandissent les armes de la dérision, de la gaieté, des appétits sensuels contre les ennemis du plaisir. Et eux également choisissent les cafés de l'époque, les tavernes, les cabarets de Paris, comme des lieux symboliques où ils se retrouvent pour vivre et défendre leurs valeurs. Alors, je pourrais vous citer des dizaines de noms, à commencer par ceux de Saint-Amand, Cyrano de Bergerac, Dassoucy, Scarron, beaucoup d'autres qui ne vous diraient probablement pas grand-chose, mais cela importe peu, puisqu'ils sont solidaires dans la célébration de la bonne chère et de l'amitié. Tous, ce sont des héritiers de Rabelais, qui disaient avoir composé ces récits en buvant et en mangeant, et qui invitaient ses lecteurs à le rejoindre pour jouir ensemble des plaisirs de la vie. Ils se souviennent également, bien sûr, des banquets antiques, comme celui de Platon, dans lesquels la conversation et l'échange des idées sont d'autant plus riches qu'ils sont arrosés par le vin qui, bien dosé, libère la langue et stimule l'esprit.
la figure la plus importante dans cette histoire, c'est bien sûr Molière. Après ses débuts en province, comme un comédien ambulant, Molière, vous le savez, est appelé à Paris par Louis XIV, le jeune roi, qui, au moment de prendre le pouvoir, décide que désormais, il n'y aura plus de bouffon officiel à la cour. Or, justement, un nouveau farceur va prendre sa place. Et ce bouffon nouveau style sera Molière, dont le théâtre va restaurer la liberté du carnaval, braver les interdits, ramener la joie. L'amuseur de la cour, ce sera donc lui, et le rapprochement est fondé. Si la mission du bouffon est de dire des vérités que les convenances préfèrent cacher, de dévoiler les mensonges, de démasquer les imposteurs, de ridiculiser les gens que le roi désapprouve, alors Molière ne manque certes pas à ce rôle. En accord avec son maître, il dénonce les charlatans comme Tartuffe ou les médecins, il raille les parasites comme les précieuses, les petits marquis, tous ceux qui dérogent au style que le roi entend imprimer à son entourage. Mais le bouffon traditionnel a aussi la charge d'égayer le souverain, de divertir la cour, de lâcher la bride à la fantaisie. D'un côté, donc, un rire satirique, de l'autre, un rire festif et libérateur. Or, il suffit de regarder les comédies de Molière pour voir qu'elles répondent exactement à ce programme. Il renonce alors à la polémique pour offrir des divertissements et tenir son rôle dans les fêtes de la cour. Louis XIV, vous le savez, aimait éblouir ses courtisans par des fêtes grandioses, d'un luxe inouï, avec des spectacles, de la musique, des danses, des festins, des éclairages fabuleux, des feux d'artifice qui se déployaient dans le tout nouveau parc de Versailles. Pour chacun de ces grands shows, il commandait à Molière une ou plusieurs pièces. Ces pièces ne sont pas des comédies ordinaires, uniquement parlées, ce sont, disons, des spectacles multimédia. On parle, mais on chante aussi, et on danse, on joue, et tout cela dans des décors et avec des costumes éblouissants. Nous sommes ici dans la série des comédies-ballets, Georges Dandin, Monsieur de Pourceaugnac, Le bourgeois gentilhomme, Le malade imaginaire, des pièces beaucoup plus libres et ludiques, pittoresques et bigarrées que les comédies classiques. Surtout, la défense du bien contre le mal. L'intention réformatrice cède ici le pas à la gratuité du spectacle. Il ne s'agit plus de se moquer ni de défendre quelque chose que ce soit, mais de s'amuser, de se divertir, comme lorsqu'on va aujourd'hui au cirque, au music-hall ou au théâtre Guignol. Cette extraordinaire liberté de Molière, elle se manifeste encore dans un attachement à la farce et au style de la commedia dell'arte tel qu'on l'aimait, je l'ai dit, au début du siècle, parmi les saltimbanques du Pont-Neuf dont je vous ai parlé. La farce, c'est un spectacle surtout physique et grotesque, avec des corps qui sautent, courent, tombent, des visages masqués, lourdement fardés, des gesticulations, des pitreries, des coups de bâton, toute une gymnastique accompagnée d'un dialogue rustique, lardé de calembours et de grivoiseries. Les personnages de la farce ne sont pas subtils ni complexes, ce sont des types. Le mari trompé, la fille qui veut se marier, le père égoïste, la servante plus maligne que son maître. Et l'intrigue elle-même est en général simple, prévisible. Or, cette formule est exactement celle que Molière adopte dans des pièces comme Le médecin malgré lui, Georges Dandin, Les fourberies de Scapin. Et il fallait, pour recycler ces vieilles pantalonnades, il fallait un certain courage. Car la farce,
réputé alors comme trivial dans cette seconde moitié du XVIIe siècle, est largement décrié. Lorsque Richelieu entreprend une réforme du théâtre pour nettoyer la scène de son effronterie et de sa grivoiserie, il vise avant tout les héritiers du Pont-Neuf et du théâtre de Bourgogne, les vestiges de spectacles trop physiques, trop grossiers, pour passer la censure des gens de goût. Dans une société qui place les bonnes manières au sommet de son échelle de valeurs et y voit une des conquêtes de la modernité, la survie de ce théâtre populaire est perçue comme une sorte de régression vers un passé grossier et licencieux. Et l'acharnement est tel qu'au moment où Molière se lance dans la carrière, la farce, du moins à Paris, a pratiquement disparu. Le genre est moribond, mais Molière va avoir le culot de la ressusciter. Alors que le souvenir des saltimbanques d'autrefois semble enfin conjuré, il s'en proclame l'héritier et publiquement prend la relève. En choisissant, pour certaines de ses comédies, le style sensuel, parfois grossier, de la farce, un spectacle qui reconnaît aux hommes le droit de désirer, d'aimer la vie, d'aimer la bonne chair sans mauvaise conscience, il rejoint le programme des défenseurs de la joie. Les dévots et les puristes, les avocats d'une modernité polie et polissée, propre et pasteurisée, se sont indignés, mais c'est lui, le farceur archaïque, qui a survécu et qui, aujourd'hui encore, nous enchante. Ce conflit de culture va se répéter mutandis mutandis au début du XIXe siècle maintenant. Vous le savez, le moteur de la révolution romantique en France, c'est la lutte contre un néoclassicisme figé, le rejet des règles et de normes académiques qui paralysent l'imagination et la création. La génération des années 1820-1830 affiche une volonté de rupture, revendique une modernité radicale, mais cette nouvelle bohème ne s'oppose à un passé récent que pour chercher appui dans un passé plus lointain, pour régénérer une culture menacée de sclérose. Elle va chercher des impulsions dans la créativité et la licence du Moyen-Âge, de la Renaissance et du premier XVIIe siècle. Inconcevable chaos, s'écrit Théophile Gautier à propos du XVIe siècle. Inconcevable chaos, siècle fécond, touffu, plantureux, où la vie et le mouvement surabondent, admirable jusque dans ses turpitudes. Fin de citation. Pour faire bouger les lignes, allons puiser une énergie nouvelle dans la liberté des excentriques d'autrefois. Le manifeste littéraire de cette révolution, c'est la préface de Cromwell. À en croire Victor Hugo, le théâtre qui veut échapper à la fossilisation classique doit être un théâtre total, un spectacle qui appréhende le réel dans toute sa diversité, sa complexité, et se mesure ainsi à l'immensité du monde. À côté du sublime, du beau idéal, il faut montrer le bas, le laid. Je cite, le difforme et l'horrible, le comique et le bouffon, c'est-à-dire tout ce que l'esthétique classique a occulté et que Hugo nomme le grotesque. Or, cet art totalisant ira puiser son inspiration où la nature n'était pas châtrée, ni l'art confisqué et anémié par le bon goût, c'est-à-dire dans le répertoire d'une Renaissance longue, de Dante à Milton, et je cite, « Cette aurore des lettres, avec sa verve, sa vigueur, sa sève de création,
Fin de citation. Qui a nourri les Michel-Ange, Callot, Scarron, Rubens, les trois Homère Buffon, comme dit Hugo, que furent l'Arioste, Cervantes et Rabelais, et Shakespeare, bien sûr, et Molière, et avec eux, leurs personnages grimaçants et biscornus, que Hugo nomme avec délectation, dans cette même préface de Cromwell, Arlequin, Scaramouche, Sganarelle, et aussi, bien sûr, Falstaff, Polonius, Iago, et Tartuffe, et Harpagon, et j'en passe. Un peu partout dans la mouvance romantique, la nostalgie pour la fantaisie, le burlesque et les inconvenances d'autrefois conduit les auteurs à chercher des intrigues et des modèles de style dans le vivier de la littérature préclassique. La plupart des drames de Hugo, qui est le fer de lance de l'esthétique moderne, vous le savez, se passent à la Renaissance, comme aussi Notre-Dame de Paris, avec son éblouissante ouverture sur le carnaval de 1482. Balzac, de son côté, ressuscite Rabelais dans ses contes drôlatiques. Gautier s'émerveille des excentricités, des grotesques du XVIIe siècle, et la liste serait longue. D'autant plus que l'engouement gagne aussi les milieux savants, avec une série d'érudits qui fouillent les réserves, parfois les enfers des bibliothèques, pour dénicher les ouvrages curieux des auteurs hors normes, licencieux, facétieux, des XVIe et XVIIe siècles. Aux côtés de rats de bibliothèques comme Nodier ou le bibliophile Jacob, des éditeurs encore se spécialisent dans la publication des farces, des contes grivois, des satires, des ballets burlesques, toute cette sève souterraine qu'on ranime pour nourrir la créativité contemporaine. Je voudrais terminer mon exposé par un hommage à l'Italie et une grande figure d'aujourd'hui, Dario Fo. Dario Fo fut, vous le savez, un militant anticapitaliste, anticlérical, anticonformiste. Engagé, provoquant, courageux, il a dénoncé l'exploitation du peuple, les inégalités et les mensonges. Or, pour mener son combat, quel langage adopte-t-il? Comment, sur les scènes du monde entier, a-t-il transmis son message de colère et d'espoir? Eh bien, la réponse, c'est que lui aussi se pose en héritier. Sur le modèle des jongleurs et des bouffons, il s'immerge dans l'univers des fêtes et des farces d'autrefois. Il ressuscite les traditions orales, les techniques des conteurs populaires et des comédiens ambulants. Il imite le style des bonimenteurs et autres saltimbanques. Contre le théâtre classique, surtout parlé, statique, monologique, il pratique un théâtre total, multimédia, comme au cirque, où tous les moyens d'expression sonores, visuels, sensuels, et le mime et l'acrobatie sont mobilisés. Ces maîtres, dit-il en recevant le prix Nobel, sont le farceur vénitien Ruzzante du XVIe siècle et Molière, c'est-à-dire deux auteurs-acteurs derrière lesquels se profile précisément le style de la commedia dell'arte. Lui-même, auteur, comédien, clown, metteur en scène, il fut un nouvel Arlequin. Et il se souvient des Pitres du Pont-Neuf. Et pour cela, il avait accumulé une connaissance très sûre, très documentée des traditions du théâtre populaire. Il fut, à n'en pas douter, l'héritier des écrivains et des artistes bohèmes dont je vous ai parlé. Il y a de l'indignation, il y a des revendications sociales et politiques, il y a une croisade contre l'injustice dans les spectacles de Dario Fo, donc un usage fréquent de la satire, avec des cibles précises comme Berlusconi ou tel dignitaire de la curie,
qui sont brutalement dénoncés. Mais le rire qu'il soulève n'est pas seulement, ou beaucoup moins, un rire de rejet, de mépris, qu'un rire de plaisir, l'expression exubérante de l'enthousiasme et de la joie partagée. À vrai dire, les deux vont ensemble, car le rire qui dénonce les abus et démystifie les fausses valeurs est aussi un rire libérateur. Il n'a pas besoin de partir en guerre contre telle ou telle cible particulière. Il lui suffit de recourir à la farce et au grotesque, d'affranchir la langue et le corps de leurs habituelles limites pour fragiliser les inerties et les mensonges sur lesquels repose l'injustice. En défiant les censures morales et esthétiques, en s'affranchissant des contraintes de la raison et du bon goût, le théâtre de Dario Fo vise à libérer son public de la peur et de la soumission. L'irrespect, l'extravagance, la drôlerie sont plus efficaces pour rétablir un certain bien-être dans la société que l'indignation et l'attaque personnelle. En adoptant la posture du bouffon ou de l'excentrique, il suggère à son public qu'un mode de vie alternatif, un monde renversé et peut-être moins inégal sont aussi possibles. Or, ce choix, il est aussi celui des auteurs et acteurs dont je vous ai parlé. Certes, ils sont moins ouvertement engagés que Dario Fo, et les conditions sociopolitiques sont tout à fait différentes. Mais le recours au rire, à l'irrespect et à l'inconvenance, l'invitation à la joie de vivre pour secouer l'oppression de règles injustes, sont des moyens communs au service d'un but commun, et ce but porte un nom, la liberté. Merci, Michel. Merci d'avoir évoqué Dario Fo. Michel Jeanneret nous a évoqué le meilleur des héritages, l'héritage du bonheur. Il a tracé aussi une ligne profonde de l'identité de nos traditions littéraires, Erasme, Folengo, Rabelais, Montaigne, et puis ces auteurs du XVIIe siècle qui ont résisté, pour ainsi dire, à surveiller et punir, comme Foucault l'aurait dit, notamment Molière, et puis toute cette grande tradition de la commedia dell'arte que Hugo avait évoquée dans sa préface, que nous trouvons souvent chez Molière ou dans la commedia dell'arte, les Arlequins, jusqu'aux Indes, du reste, les Arlequins aux Indes, Scaramouche, Sganarelle. On pourrait multiplier en effet ces traditions de bonheur, mais en arrivant à Dario Fo, il nous fait aussi je dirais, le devoir de rappeler que cette tradition a été nourrie dans des moments difficiles de l'histoire européenne du XXe siècle par des critiques qui ont voulu non seulement représenter le tragique, mais aussi le comique. J'évoquerai notamment Batkin, qui a vraiment contribué à cette, comment dirais-je, au prestige de cette tradition. Tous ceux qui ont étudié le carnaval, par exemple, notre ami Piero Camporesi, auquel nous devons tellement de ces traditions, notamment ses essais sur Giulio Cesare Croce et les excès et les fous et les banquets et les traditions de cuisine. Parce qu'il y a, justement, on apprend chez Rabelais, il n'y a pas de bonheur sans une bonne cuisine. Et en effet, Piero Camporesi a consacré la plupart de son temps, d'abord par une magnifique édition du meilleur traité de cuisine italien du 19e, Artusi, et puis par toute cette longue tradition. Je voudrais dire, pour terminer, ou pour abonder, ou pour continuer cet éloge du bouffon, que
le bouffon, quelquefois, se prend des libertés ultérieures. Et je voudrais citer au moins le cas de quelqu'un qui est en même temps un bouffon et un interprète de Dante exquis, c'est-à-dire Roberto Benigni. Je ne voudrais pas oublier quelqu'un qui a vraiment contribué énormément à la diffusion de la lecture publique de la Divine Comédie. À Florence, il y a quelques années, avec les 44 degrés des étés de Florence, eh bien, Piazza Santa Croce était archi-pleine pour écouter la lecture, je crois que c'était l'enfer à ce moment-là, de Roberto Benigni. Voilà que les deux traditions peuvent très bien être unies quand il y a quelqu'un qui est fidèle au bonheur dans sa profondeur de respect et de joie de vivre. Donc, merci de nous avoir restitué au bonheur.